Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, le sommaire. Le budget 2021 a été présenté ce mercredi devant les députés. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 27 000 milliards de francs guinéens. Les secteurs prioritaires portent entre autres sur l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement des infrastructures routières. Comment booster les activités de la pêche? La question sera au centre d'une table ronde des bailleurs de fonds et des autorités guinéennes le 30 novembre prochain. Le ministre des Pêches et de l'Aquaculture est l'invité de ce journal. Il nous apportera des précisions sur cette rencontre de haut niveau. Promotion de la paix en Guinée, les femmes et filles se mobilisent à travers la mairie de Kaloum. Elles viennent de lancer la colombe de la paix, un programme de plaidoyer soutenu par le gouvernement et ses partenaires. Bonsoir à tous. Plus de 27 000 milliards de francs guinéens, c'est le budget 2021 du pays. Il a été présenté ce matin à l'Assemblée nationale. 4 secteurs sont considérés comme prioritaires: l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement des infrastructures routières. La synthèse des travaux avec François Lama. La loi de finances initiale 2021 qui vient d'être présentée devant les députés s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 27 600 milliards de francs guinéens. À la faveur de cette présentation sans débat, le ministre de l'économie et des finances a insisté sur le contexte et les orientations avant d'appeler l'institution parlementaire et l'exécutif au renforcement de la paix pour l'atteinte des objectifs. Conformément à la volonté exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de gouverner autrement pour le plus grand bénéfice des populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, la politique économique continuera de viser en 2021 la poursuite et le renforcement de la transformation structurelle de l'économie et de jeter les bases, les fondements de l'émergence de la Guinée. Spécifiquement, la politique budgétaire au titre de l'année 2021 visera à maintenir le déficit budgétaire et l'endettement à un niveau raisonnable en pourcentage du PIB. Dans sa présentation, le ministre du Budget a donné un large éclairage sur les secteurs prioritaires en 2021. Dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives présidentielles pour la lutte contre la pauvreté, le secteur du développement rural, l'agriculture, pêche et élevage absorbe 12,4% du total des dépenses d'investissement contre 10 en 2020. Plus spécifiquement, le volet investissement du sous-secteur de l'agriculture croît de 15% par rapport à son niveau de 2020. Quant au secteur de l'éducation, la dotation pour 2021 atteint 23% du total des dépenses contre 11,4% en 2020. Ce niveau d'allocation est conforme aux orientations de M. le Premier ministre dans le cadre du respect de nos engagements avec l'Union européenne. Par ailleurs, pour concrétiser nos engagements en faveur des femmes et des jeunes pendant la campagne présidentielle, la part des dépenses consacrées au secteur social a été portée à 9,8% du budget total de l'année de l'État contre 6,6% en 2020, avec un taux d'accroissement de 49% par rapport à l'exercice en cours. Au titre des infrastructures, l'allocation annuelle du secteur constitue 10% du total des dépenses et 32% des dépenses d'investissement projetées pour l'exercice 2023. L'examen de cette loi de finances initiale se poursuivra dans les différentes commissions par des travaux consacrés au budget sectoriel des différents départements ministériels. L'année 2021 s'ouvrira sur des chapeaux de roue pour le continent. En effet, dès le 1er janvier, la zone de libre-échange entrera en vigueur officiellement. L'annonce est faite au cours de la célébration en différé de la Journée africaine de l'industrialisation. Normalement, c'est le 20 novembre de chaque année, mais la crise sanitaire a légèrement modifié le calendrier. Abdoukarim Kamara. Les enjeux d'un développement industriel inclusif et durable s'imposent comme préoccupation majeure sur le continent africain. Les esprits s'en imprègnent progressivement et les bases qui sont jetées orientent vers une forte croissance qui sera assortie de la zone de libre-échange continental africain ZLECA. Cette année, ces certitudes et ces repères ont volé en éclats
pour cause de pandémie. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine laissait espérer une forte croissance du commerce intra-africain. C'est pourquoi la commémoration de la journée de l'industrialisation de l'Afrique offre cette année une opportunité unique de consolider la vision et l'engagement du continent pour construire une Afrique résiliente avec des perspectives d'investissement accrues de la part du secteur privé. C'est dans ce contexte de crise sanitaire que la journée de l'industrialisation de l'Afrique est célébrée en 2020 avec pour thème une industrialisation inclusive et durable à l'ère de la zone de libre-échange continental africain. Dans cette dynamique, la Guinée commence à amorcer la diversification de son tissu économique résolument orienté vers la réalisation d'un destin industriel dont elle dispose les atouts et les potentialités. À ce titre, la mise en œuvre du projet pilote de Fangué à Forêt-Kaya et l'aménagement de la zone industrielle de Kouria permettront de booster l'investissement industriel dans notre pays. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier au nom de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur appui sans cesse croissant en faveur du développement économique et social de notre pays. Cette année, la journée et la semaine de l'industrialisation de l'Afrique seront couplées et célébrées en différé du 8 au 10 décembre 2020. La protection de l'enfance, l'UNICEF se projette sur 2021 et 2022. L'institution vient de présenter le bilan des activités qu'elle a réalisées cette année. Elle a consacré le gros de son énergie à la prise en charge des enfants victimes de violences. Explication, El-Faïsia Gaba. Comme chaque année, l'UNICEF fait le bilan de ses activités durant l'année écoulée dans les départements où l'institution intervient. À l'axe social, des résultats concluants sont enregistrés au cours de l'année 2020. Il s'agit par exemple du renforcement des capacités du personnel et la lutte contre le Covid-19. L'UNICEF en cette période de Covid-19 nous a accompagnés pour la production des kits hygiéniques et puis aussi en termes de renforcement de capacité. L'UNICEF nous a accompagnés également dans des formations telles que le cadre des dépenses à moyen terme qui nous tenait à cœur et tant bien d'autres activités qui ne sont pas les moindres. Pour les 2 prochaines années, les besoins du département de l'action sociale et des personnes vulnérables sont immenses. Ces cadres misent sur la promotion des droits des enfants en situation difficile et surtout la lutte contre les violences basées sur le genre. On continue à renforcer vraiment l'environnement protecteur de l'enfant. Là aussi, on continue la dynamique de réforme, de modernisation de l'état civil. On continue de travailler sur le mariage d'enfants. Cette année aussi, il y a eu une stratégie nationale qui a été adoptée pour la première fois en Guinée pour mettre fin au mariage des enfants. Donc là, on va continuer à vraiment pousser le gouvernement à la mettre en œuvre et là aussi pour faire baisser les indicateurs sur le sujet. L'UNICEF est en Guinée il y a 36 ans. 36 ans de mise en œuvre des programmes en faveur des enfants à travers l'éducation, la santé, entre autres. Avec l'appui des autres agences des Nations Unies, l'institution onusienne intervient dans les capitales régionales du pays. Pendant ce temps, l'institution adopte son plan d'action ces 2 années. 2 régions sont ciblées, Labé et Mamou. L'UNICEF et la Guinée ont défini de nouveaux axes de coopération. Ils sont rendus publics à la faveur de la revue annuelle. Compte rendu, Mamadou Paté Baldé. Dans le suivi de la mise en œuvre du plan opérationnel de travail 2020, les acteurs et partenaires se mobilisent à Mamou pour passer en revue les acquis de cette coopération, identifier les forces et les faiblesses et envisager des solutions. Nous avons malgré tout, vu que les services techniques, les autorités régionales, mais aussi les autorités communales ont tant bien que mal de donner les services aux enfants, les services sociaux de base. Donc on a pu quand même constater la poursuite des services sociaux de base en faveur des enfants malgré la pandémie.
Au cours de l'année 2020, l'UNICEF a apporté un appui technique et financier aux services régionaux et préfectoraux de Mamou et de l'Abbé dans la mise en œuvre des activités planifiées dans le plan opérationnel de travail. Et avec l'apparition de la Covid-19, les fonds prévus pour l'exécution des actions ont été réorientés dans la lutte contre cette pandémie. Les enfants en situation difficile, qui soit c'est par incapacité des parents, soit c'est par abandon. Là également, il y a beaucoup d'activités qui sont réalisées pour permettre de prendre ces enfants en charge. Il s'agit de la coopération Guinée-UNICEF, initiée par le gouvernement de notre pays. C'est une planification d'activités et financée par l'UNICEF. Donc il s'agit de voir qu'est-ce que l'UNICEF a fait dans notre pays et surtout dans la région de la Moyenne-Guinée. Pour la planification de 2021-2022, il a été défini les grands axes qui portent sur les mêmes domaines d'intervention avec un accent sur le secteur de l'éducation et l'inclusion sociale. Au terme des échanges, il a été élaboré et adopté un plan de travail biannuel pour accélérer la mise en œuvre des activités programmées dans ces deux régions administratives du pays. Éducation, on connaît désormais la date de la prochaine rentrée universitaire. Elle vient d'être donnée par le directeur général de l'enseignement supérieur. Ce calendrier est assorti de quelques détails importants à préciser. Suivez. Comme chaque année, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec la conférence des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur et la chambre représentative de l'enseignement supérieur privé, a adopté le calendrier universitaire 2020-2021. 1. La date de la rentrée universitaire est fixée au mardi 1er décembre 2020 à 8 heures sur toute l'étendue du territoire national. 2. L'année universitaire 2020-2021 s'étend du mardi 1er décembre 2020 au jeudi 31 juillet 2021. Elle est divisée en 2 semestres. Le premier semestre commence le mardi 1er décembre 2020 et prend fin le mercredi 31 mars 2021. Le deuxième semestre commence le lundi 12 avril 2021 et prend fin le jeudi 31 juillet 2021. 3. 2 périodes de congés sont accordées aux étudiants et au personnel pédagogique et administratif des institutions d'enseignement supérieur conformément au calendrier suivant. Le congé de fin d'année aura lieu du jeudi 24 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021 inclusivement. Les cours reprendront le lundi 4 janvier 2021 à 8 heures. Le congé d'avril aura lieu du jeudi 1er avril 2021 au samedi 10 avril 2021 inclusivement. 4. Les grandes vacances se dérouleront du vendredi 1er août 2021 au samedi 2 octobre 2021 inclusivement. Au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, j'invite tous les acteurs, notamment les fondateurs, recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur publics et privés, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un déroulement correct de l'année universitaire 2020-2021. Bonne année universitaire à toutes et à tous. Vive l'université guinéenne, je vous remercie. Sur un autre plan, une grande rencontre se profile à l'horizon. C'est dans 4 jours à Conakry. Il s'agit d'une table ronde des bailleurs de fonds du secteur de la pêche. 6 points prioritaires seront en débat. Les détails avec Ansoumane Toumani Camara. Sur l'océan Atlantique, la Guinée a une ouverture d'environ 300 km. La zone économique exclusive du pays est parmi les plus vastes de la sous-région ouest africaine, avec une riche biodiversité halieutique. Cependant, les résultats de ce potentiel sont très en deçà des attentes et des objectifs assignés au secteur de la pêche. Depuis 2007, nous sommes qualifiés de pays tiers non coopérants en matière de pêche. Dieu seul sait ce que la Guinée attend d'abattre aujourd'hui comme travail, afin que nous sortions de cette situation, afin que nous puissions exporter les produits guinéens vers l'étranger, qui, quand bien que mal, sortent avec d'autres appellations, par le Sénégal et par les pays limitrophes, ça ne nous honore pas. C'est un manque, non seulement un manque énorme de devises pour notre pays, mais aussi ça ne récompense pas, si vous voulez, les efforts fournis en interne par le ministère, y compris par M. le Président de la République. À côté, la Guinée pourrait aussi améliorer le panier de la ménagère
grâce à la pêche continentale en valorisant son important réseau hydrographique. Les énormes possibilités de pratique de l'aquaculture pourraient aussi garantir la sécurité alimentaire, la création d'emplois et lutter contre la pauvreté. Les États généraux de la pêche de 2013 ont alors identifié 6 projets prioritaires pour booster les activités de la pêche en Guinée. Et ces 6 programmes portent sur la promotion des bonnes pratiques de gouvernance. Le second projet porte sur l'amélioration de la chaîne de valeur des produits halieutiques. Le troisième programme sur l'appui au développement de l'aquaculture et de la pêche continentale. Le quatrième programme sur l'appui au développement de la pêche maritime. Le cinquième programme sur la mise en œuvre du plan d'action stratégique de la recherche halieutique. Et le sixième et dernier programme porte sur l'appui au Centre national de surveillance et de police des pêches. Ainsi, la Guinée et ses partenaires techniques et financiers échangent les vues ce 30 novembre par visioconférence pour la relance des activités de la pêche en Guinée à travers 6 projets prioritaires. Pour apporter plus de précisions sur ce sujet, je reçois comme invité le ministre des Pêches et de l'Aquaculture, Frédéric Loy. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le ministre, pourquoi l'organisation d'une table ronde du secteur de la pêche en cette période de Covid-19 ? Merci, madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de rappeler que sur impulsion de monsieur le président de la République, mon département a organisé en 2013 les États généraux de la pêche. Ces États généraux de la pêche ont permis de faire l'état des lieux, le diagnostic approfondi et a permis d'identifier des projets. Aussi, avec l'accompagnement du NEPAD, nous avons élaboré un document cadre de politique de la pêche. Ce document cadre de politique de la pêche contient entre autres les 6 projets cités plus haut. D'où l'organisation de cette table ronde. Exact. Pour mobiliser les ressources nécessaires pour justement financer ces projets, c'est pourquoi nous organisons le 30 de ce mois de lundi prochain la table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources financières. Comment va se dérouler cette table ronde en cette période de Covid-19 ? Ah oui, exactement, comme la plupart des rencontres, ça sera en virtuel. Nous avons bénéficié de l'accompagnement de l'appui du NEPAD. Nous allons utiliser la plateforme du NEPAD pour cette conférence. Est-ce que cette table ronde aura des répercussions sur le panier de la ménagère? Est-ce que le prix du poisson va baisser? Évidemment, si les projets sont mis en œuvre, nous avons 6 projets phares. Les projets étant mis en œuvre avec la pêche maritime, la pêche continentale, la surveillance des mers, la recherche halieutique. Tous les secteurs sont un peu touchés. Tous les secteurs sont touchés. Avec le développement de tous ces segments, franchement, avec beaucoup de poissons, il y aura d'abord baisse de prix et puis le potentiel sera là et aussi l'indice d'abondance, comme on le dit dans la recherche, sera aussi là parce qu'il y aura recherche, il y aura, comment dirais-je, surveillance. Concrètement, monsieur le ministre, quels sont les résultats attendus? Les résultats attendus de cette table ronde, c'est d'abord l'affirmation de la volonté du gouvernement à accompagner le secteur de la pêche par la mobilisation des ressources financières. Et aussi, comptons sur les partenaires au développement pour mobiliser beaucoup de ressources afin de pouvoir financer ces projets de développement. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu. À moi de vous remercier, madame. Ce journal se poursuit avec la page santé. Un nouvel hôpital de campagne. Il est offert à la Guinée par les Émirats arabes unis. Sa capacité d'accueil est de plus de 200 lits. L'établissement prend en charge des cas de Covid et d'autres pathologies. Reportage Sam Ratano. Dans l'enceinte de la cour de l'école nationale de la gendarmerie de Somphonia, un nouvel hôpital de campagne. Avec une capacité d'accueil de plus de 200 places, l'établissement est composé de salles d'hospitalisation, d'une unité de réanimation, d'un laboratoire, d'un restaurant et d'autres commodités. Le centre est ouvert pour la prise en charge des patients du Covid-19 et autres pathologies. Aujourd'hui inauguré,
Il est baptisé Centre Cheikh Mohammed bin Saïd, nom de son Altesse, le prince héritier et chef suprême des forces armées des Émirats arabes unis, pays donateur de ce complexe. Aujourd'hui, nous assistons à l'ouverture d'une étape supplémentaire dans ce processus, à savoir l'hôpital des campagners Mohamed Ben Zayed Al Nahyan à Conakry, qui a été créé en un temps record pour fournir des soins aux patients Covid-19 d'une capacité de 208 lits, dont 48 sont destinés aux soins intensifs. Dijon, c'est un hôpital complet, avec des générateurs, mais aussi des stérilisateurs, et on est en train de parler de dispositions aussi pour mettre en place tout ce qu'il faut comme équipement externe. Pour les autorités sanitaires du pays, la réalisation de cette infrastructure de prise en charge du Covid-19 détermine le degré de bonnes relations entre Conakry et Abu Dhabi. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage vibrant au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, président de la République, aux généreux donateurs que sont les Émirats arabes unis. Cette marque de fraternité et d'amitié incontestable entre nos deux nations ne peut que souder davantage les relations communes entreprises depuis fort longtemps. Depuis le déclenchement de cette pandémie, les Émirats arabes unis interviennent dans 120 pays du monde par l'envoi des équipements et la construction des hôpitaux de prise en charge des patients du coronavirus. La journée pour l'élimination des violences faites aux femmes, c'est aujourd'hui. Le fléau est encore malheureusement présent dans notre pays. Comment l'éradiquer? Le gouvernement présente le bilan d'une année de lutte, bilan mais aussi des perspectives. Valérie Talimané. Orangeons ensemble la Guinée, luttons contre les violences basées sur le genre. C'est sous ce thème que la Guinée va vivre sa traditionnelle campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Agir contre ces violences, mettre en œuvre les principes d'universalité des droits des femmes et l'égalité entre les sexes est un combat mené chaque jour par les autorités guinéennes. La commémoration de la journée et la mise en œuvre des activités de la campagne des 16 jours d'activisme est reportée à une date ultérieure qui fera l'objet d'un communiqué officiel. L'objectif de la campagne est d'attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux afin de susciter des actions fortes pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Selon l'enquête nationale 2016 sur les VBG, 4 femmes sur 5, soit 80%, ont subi une forme de violence. À cet effet, une série d'actions à mener est planifiée par le ministère des Droits et de l'autonomisation des femmes en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers en vue d'amener des communautés à un changement de comportement face aux violences que subissent les filles et les femmes. En Guinée, c'est presque 1 sur 2, soit 46% selon EDS 2018, 654 858 filles qui sont mariées avant 18 ans chaque année et la prévalence de l'excision, bien que légèrement baissée de 2012 à 2018, de 97% à 95%. Chez les femmes des tranches d'âge de 15 à 49 ans est passé de 45% à 39%. Chez les filles de moins de 15 ans reste encore très préoccupante. La Guinée doit ainsi vite agir pour être en conformité avec les conventions et traités dont elle est signataire. De ce fait, le pays est ainsi engagé à protéger les droits humains de la femme et de la fille. Une colonne de la paix sera relâchée à Kalouma, une initiative des filles et femmes pour la promotion de la paix et de l'unité nationale. Le projet est soutenu par le gouvernement guinéen. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. Garantir une justice sociale pour tous afin d'éviter les frustrations est le maître mot de la rencontre. Nous sommes des mères, nous sommes des sœurs, nous sommes des épouses. Nous serons là pour donner des conseils à nos maris, à nos frères, à nos oncles. Et nous serons toujours là parce que la Guinée ne doit pas brûler. Et pour cela,
comme j'aime à le dire, je suis juriste de formation. Donc mon langage ne changera jamais, il ne variera jamais. Il faut l'équité sociale, il faut une justice sociale. Il faut que tous les Guinéens soient traités sur le même pied d'égalité pour éviter les frustrations. C'est le début d'un vaste plaidoyer qui sera animé par les différents clubs des femmes et filles pour la paix installés dans les communes urbaines et rurales du pays. Le projet est bien accueilli par le gouvernement représenté par les ministres de l'Unité nationale et de l'autonomisation des femmes. Cet appel venant des femmes de Guinée, des filles de Guinée, je me dis il y a lieu de l'encourager, de l'accompagner, car nous sommes contraints. Je me dis bien contraints de cohabiter ensemble, de favoriser ce vivre ensemble et de protéger ce beau pays qui est la Guinée. Notre pays connaît souvent des secousses dues à la compétition politique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les acteurs politiques, nous avons sûrement des divergences et des opinions différentes. Mais nous avons un engagement commun pour le développement de la Guinée. Désormais, toutes ces femmes et filles décident de porter un message fort dans leur région administrative pour que les Guinéens se regardent en frères. La colonne de la paix est donc lancée. Une journée calme et paisible ce mercredi, circulation fluide, boutiques et magasins ouverts. La capitale respire la quiétude malgré des appels à manifester lancés par une partie de l'opposition. Les citoyens étaient plutôt préoccupés par la quête du quotidien. Reportage commandant Morikaba. Ce mardi devrait connaître des mouvements politiques à Conakry et à l'intérieur du pays, comme annoncé par l'opposition. Les populations ont plutôt vaqué librement à leurs occupations quotidiennes. Pas de manifestations sur le terrain. Je crois que les gens ont compris et aujourd'hui tout le monde, la population se bat à leurs problèmes et de gauche à droite ça se passe très bien. Commencer par, j'ai vérifié de Hamdallah jusqu'à Kagbele. Kagbele, j'ai pris l'autoroute aussi, j'ai vérifié. Tout se passe très bien, il n'y a pas de mouvement, absolument rien. Aujourd'hui, nous assurons la population que chacun peut prendre sa voiture, que ce soit sur les motos, les gens circulent normalement sans problème. Pour les populations, les élections sont derrière nous. Pour l'heure, l'activité politique compte peu pour elles. La paix, l'entente et la cohésion sociale doivent dominer les débats, clament ces populations. Je suis embarqué de Kagbele, la cité, mais tout au long de la route, il n'y a pas de problème. Il y a la circulation. Moi, j'avais un peu peur, mais de là, de Kagbele jusqu'ici, je n'ai rien constaté comme du mal. Ici, c'est la paix. De la maison ici, on n'a rencontré rien de mal. On vend dans la paix et notre souhait est que cette paix perdure. L'appel à manifester ce mardi n'a pas été suivi. Les services de police et de gendarmerie ont passé une journée plutôt calme. Le monde du football est en deuil. Diego Armando Maradona s'est éteint ce mercredi 25 novembre à l'âge de 60 ans. Champion du monde de football avec l'équipe d'Argentine en 1986, joueur à Barcelone puis à Naples, le génie du ballon rond, l'idole de tout un peuple a été victime d'un arrêt cardiaque dans sa maison de repos où il s'était installé après son opération à la tête. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.